Et salut à tous, c'est Faïd, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de la Champions League de cette semaine. La 7ème review de cette saison 2025-2026. La semaine prochaine on aura la toute dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et cette semaine on va comme d'habitude se concentrer surtout sur les clubs allemands. Et autant dire qu'au vu des résultats, ça va pas être hyper joyeux. Non, parce qu'on va commencer directement par le vif du sujet. 4 clubs allemands qui participent à la Ligue des Champions. 3 défaites, une victoire pas ultra convaincante. C'était une semaine plutôt pourrave. On va commencer directement avec la défaite la plus logique, j'ai envie de dire. Tottenham qui a joué contre le Borussia Dortmund, match qui s'est terminé 2-0 pour le club anglais. D'ailleurs, les clubs anglais cette saison sont vraiment au-dessus du lot. Je crois qu'actuellement, les 5 clubs anglais sont tout simplement dans le top 8. Ça montre la différence entre la Première Ligue et le reste du monde. D'ailleurs, il y a même un 6e club anglais qui est Manchester City, qui a autant de points que par exemple Chelsea qui est dans le top 8, mais qui n'est pas dans le top 8. Donc il y a même un monde où on a 6 clubs anglais qui se qualifient directement pour la prochaine phase. Ils dominent cette saison, il n'y a pas à dire. Et revenons au match entre Tottenham et le Borussia Dortmund, et j'ai l'impression que cette analyse va être très rapide. Un match où il n'y a vraiment pas eu de match, tout simplement. Tottenham était vraiment au-dessus du lot par rapport à ce Borussia Dortmund là. Alors oui, il y en a qui vont me dire que Dortmund c'était compliqué parce qu'ils étaient très rapidement à 10 contre 11. Svensson qui prend un carton rouge. Après avoir revu les images, sincèrement je trouve ce carton rouge ultra sévère. Parce que oui, Svensson s'essuie clairement les semelles sur le tibia de son adversaire. Par contre, il va clairement jouer le ballon. Il touche le ballon avant de toucher le joueur. Donc je trouve que le carton rouge, il est vraiment très sévère. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand on voit le match au global, qu'il y ait carton rouge ou non, j'ai l'impression que même quand Dortmund était à 11 contre 11, il n'y avait aucun danger pour cette équipe de Tottenham qui a joué son jeu, qui avait la possession de balle, qui a constamment attaqué. Les attaquants de Dortmund, on ne les a pas vus, c'est simple, Guirassy, j'avais carrément zappé qu'il était sur le terrain tellement il était invisible. Et au-delà des attaquants, l'équipe au global n'y était pas. J'ai presque envie de dire que le seul joueur qui est peut-être sorti un petit peu du lot, d'après moi, c'est Ben Sebaini qui s'est vraiment battu en défense. Mais sinon, il n'y avait rien. Et c'est là où ce match est totalement frustrant. Cette équipe du BVB est censée tenir la cadence face à des équipes comme Tottenham cette saison. Mais vraiment, il n'y avait rien. La première mi-temps, 0 sur 20. Sincèrement, il n'y avait aucune bonne action de la part du Borussia Dortmund. La deuxième mi-temps, ils ont tenté quelque chose. On va dire que le rayon de soleil du Borussia Dortmund lors de cette deuxième mi-temps, c'est vraiment l'entrée en jeu de Fabio Silva qui a amené une certaine fraîcheur sur le terrain, des idées offensives qu'il n'y avait absolument pas avant. Est-ce que ça veut montrer à Kovac qu'il va vraiment falloir arrêter de mettre Guirassy titulaire et laisser beaucoup plus de temps de jeu à Silva ? Franchement, je pense que oui, parce que globalement, lorsqu'il est sur le terrain, il y a plus d'idées offensivement. On ne peut clairement pas le nier. C'était un des seuls joueurs qui s'est montré lors de cette rencontre. Et donc, on a vraiment l'analyse du match. Un Borussia Dortmund qui était 1 à 2 classes en dessous de Tottenham. 2-0, j'ai presque envie de dire que c'est gentil au vu de la physionomie et de la domination globale de Tottenham. Voilà, Borussia Dortmund perd. Et maintenant, clairement, le top 8, il est techniquement encore atteignable au vu du nombre de points de Dortmund. Mais en soi, il n'y a plus de danger. Ils ne peuvent plus sortir de la zone de qualif. Ils ne vont pas monter dans le top 8. Borussia Dortmund va devoir jouer les playoffs. Là, sincèrement, j'hésite entre Frankfurt et Leverkusen. Je ne sais pas qui m'a le plus déçu entre ces deux équipes. Mais vas-y, on va commencer par le match du mardi soir. Donc l'Olympiakos d'Athènes face au Bayer Leverkusen. Match qui a été gagné par Olympiakos 2-0. Et là, pour le coup, c'est ultra frustrant. On a Dortmund qui a été dominé, qui était vraiment moins fort. Mais Leverkusen, déjà, tous les jours, ils doivent carrément gagner ce match au vu de la physionomie. Ils ont dominé, ils avaient la possession de balle, ils avaient des occasions. Alors le gardien en face a été très bon et la défense a été très solide de l'Olympiakos. Mais ils ont tout simplement joué leur jeu. L'Olympiakos savait qu'ils n'allaient pas avoir la domination sur la balle, qu'ils n'allaient pas faire le jeu. Ils ont profité des coups de pied arrêtés, ils ont profité des contre-attaques. Leverkusen qui se fait avoir aussi facilement à la 3e minute, c'est ridicule. Et à ce moment-là, l'Olympiakos, c'était du pain béni pour eux. Ils n'avaient plus qu'à défendre.
Malgré les attaques constantes de cette équipe du Bayer Leverkusen, c'était mais stérile, j'ai rarement vu ça. Leverkusen, ils avaient la balle, ils faisaient tourner comme au handball, mais il n'y avait aucune percussion vers l'avant, ça n'essayait pas de trouver les espaces. On a éventuellement Maza qui a tenté quelques dribbles pour passer ses adversaires, mais j'ai l'impression que c'est le seul qui a essayé quelque chose offensivement. Le reste, ils attendaient que ça passe, ça ne bougeait pas. Comment vous voulez marquer des buts face à une défense qui défend clairement à 11 si vous ne bougez pas sur le terrain? C'était des plots les joueurs de Leverkusen et ça rend le match encore plus frustrant. Et cerise sur le gâteau, l'Olympiakos marque le deuxième juste avant de rentrer au vestiaire et là c'était fini. Parce que l'Olympiakos il mène 2-0 et au vu de comment tu as galéré à essayer de passer cette défense, ils ont tout simplement pas réussi en deuxième mi-temps Leverkusen à faire quoi que ce soit et donc tu as plus d'une quinzaine de tirs sur le but adverse face à 2 tirs cadrés. Mais ces 2 tirs cadrés, c'est 2 buts. Donc ça montre que déjà la défense, elle était un peu aux fraises du côté de Leverkusen. Et qu'offensivement, il n'y avait aucune idée. T'étais censé battre ce club. Bah non, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, tu te mets en sacrée difficulté pour la qualification. Parce que là, tu vas forcément jouer soit les playoffs, soit te faire éliminer directement. Après, la semaine prochaine, tu joues contre le Villarreal, qui est, je crois, l'avant-dernier au classement. Donc j'espère bien que Leverkusen ne va pas commencer à choke et que les équipes d'en dessous ne gagnent pas pour qu'ils puissent au moins jouer les barrages. Et en même temps, tu vas jouer les barrages, tu vas jouer contre un cador européen et tu vas te faire écraser au vu du jeu que tu proposes actuellement. On a ensuite le mercredi soir le match entre Karabag et l'Eintracht Frankfurt. Alors oui, le club d'Azerbaïdjan de Karabag a fait de très belles perfs cette saison. Ils ont réussi à battre plein de plus grosses équipes qu'elles. Mais on s'attend quand même à ce que Francfort soit le favori lors de cette rencontre. Après, on sait qu'ils viennent de dégager leur entraîneur, que ça ne va globalement pas très bien au sein de ce club. Eh bien, on l'a vu, parce que ce qui est frustrant sur le match contre le Karabag, c'est pas comme Leverkusen qui a dominé, qui n'a pas réussi à trouver le but. C'est que Karabag a fait passer l'Eintracht Frankfurt pour un club de Zweite Bundesliga. Comment, en tant que club allemand qui joue contre des grosses équipes, qui a l'habitude des gros challenges tous les week-ends, alors je veux bien que la pelouse là-bas soit compliquée, que le trajet soit hyper long, d'accord. Comment ça se fait que Karabag a quasiment 60% de possession de balle? J'ai littéralement sorti une vidéo cette semaine sur Frankfurt en disant que leur grande force, c'était l'attaque. On n'a rien vu de cela lors de ce match. On a une équipe qui a dû défendre parce que Karabag avait la qualité technique pour mettre à mal la défense et même le milieu de terrain de l'Eintracht Frankfurt, ce qui est totalement inacceptable. J'ai littéralement regardé le match en live et je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer à chaque fois. C'était Karabag qui avait la balle, qui faisait tourner, qui essayait de trouver des brèches. Et alors, trouver des brèches dans cette défense de Frankfurt, autant dire que c'était d'une facilité déconcertante. Et malgré tout cela, c'est Frankfurt qui mène 2-1 parce que oui, ça reste Karabag et donc mettre au fond les occasions, c'est compliqué. Frankfurt mène 2-1 et à ce moment-là, tu te dis bon les gars, vous galérez depuis le début de match, défendez, essayez, je sais que vous n'y arrivez pas. Et alors effectivement, ils n'ont pas réussi parce que c'est bien beau de marquer le 2-1, tu te prends le 2-2 directement dans la foulée. Et l'équipe qui avait la niaque, l'équipe qui avait envie, qui savait qu'elle avait quelque chose à jouer à ce moment-là devant son public, c'était Karabag. Frankfurt, ils se prennent l'égalisation et ils se disent c'est bon, on n'essaye plus. Alors que Karabag, jusqu'au bout, ils se sont battus et on l'a bien vu. Dernière action du match dans le temps additionnel, 3-2. Et vous savez quoi? C'est totalement mérité quand on voit le match et je vais même aller au-delà de ça. Comme dit, j'ai vu le match et quand j'ai vu l'égalisation de Karabag, j'étais persuadé qu'ils allaient gagner cette rencontre. Et franchement, que ça se passe dans les dernières secondes du match, c'est bien fait pour l'Eintracht qui n'a montré aucune volonté. Il n'y avait rien. Ils sont donc officiellement éliminés. De toute façon, la semaine prochaine, ils auraient joué contre Tottenham et on a bien vu ce qu'ils ont fait à Dortmund. Ils vont se faire défoncer. Mais vraiment, que ce soit le Borussia Dortmund, que ce soit l'Eintracht, que ce soit le Bayer Leverkusen, l'image que les clubs allemands donnent actuellement à l'Europe par rapport à la Bundesliga, où tout le monde se moque, tout le monde dit oui c'est une Farmers League, etc. Cette saison, je trouvais vraiment que la Bundes est en dessous au niveau du jeu, que ce soit en Bundesliga et même ce qu'ils montrent en Europe. Mais alors là, c'est totalement flagrant. Heureusement qu'on a encore le FC Bayern qui est là pour sauver les fesses des Allemands au classement UEFA.
parce que bientôt on va se retrouver avec seulement 2 clubs allemands en Ligue des Champions, tellement ça joue mal. Et d'ailleurs, on arrive au FC Bayern qui a donc joué contre l'Union Saint-Gilloise, club belge. 2-0 pour le FC Bayern, comme je l'ai dit au début, pas ultra flamboyant. Et c'est un peu le même match qu'a fait Olympiakos contre Leverkusen. L'Union Saint-Gilloise a joué un peu lors des 10 premières minutes. Et j'ai même dit à ce moment-là, je trouve ça cool. L'Union Saint-Gilloise, c'est une équipe, elle n'est pas là pour venir pour défendre à 11. Elle va tenter des choses offensivement. Et quand je me suis dit ça à la 10e minute, ça a complètement changé. L'Union Saint-Gilloise est restée à 11 derrière avec le bus et a contre-attaqué parce qu'ils voyaient très bien que techniquement parlant, ils ne pouvaient pas grand-chose face à cette équipe du FC Bayern. D'ailleurs, ça faisait très bizarre de voir l'Allianz Arena avec 10 000 sièges en moins vu que les Ultras ont été interdits de stade à cause des fumigènes qu'ils ont provoqués lors des derniers matchs. Et donc tu te retrouves avec une première mi-temps où le FC Bayern fait tourner la balle, ne trouve aucune occasion. Sincèrement, il n'y avait pas d'occasion nette, il n'y avait pas d'occasion franche. Éventuellement Guerrero à un moment sur la tête de corner tiré où Kane s'est énervé. D'ailleurs c'est rare de voir Kane s'énerver sur ses coéquipiers parce que pour le coup il était vraiment mieux placé et il aurait pu marquer. Et d'ailleurs dans la même situation, c'est comme ça que le FC Bayern en deuxième mi-temps marquera le premier but. C'est vraiment copier-coller, sauf que cette fois c'est Kane qui a le ballon. Non, mais ce qui est flippant, c'est qu'en première mi-temps, le FC Bayern s'est fait dominer. Oui, ils avaient la possession, mais en soi, les actions offensives dangereuses, il y en a eu 2 très grosses pour l'Union Saint-Gilloise. Et on peut encore remercier Manuel Neuer de faire une parade exceptionnelle. Tête à bout portant qui l'arrête en bas, je ne sais pas comment il fait. Bref, Neuer dans toute sa splendeur fait qu'il maintient ce FC Bayern à 0-0 parce que sinon ça aurait pu sentir le roussi très vite. Après, ça reste le FCB, deuxième mi-temps commence, ça continue à dominer. Kane qui marquera très vite donc sur corner le 1-0 et dans la foulée provoquera un penalty 2-0. Il aurait pu marquer un triplé si seulement il n'avait pas raté son péno. Je veux dire, c'est rare de voir Kane rater un penalty, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il en avait déjà raté un lors de la pré-saison, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Kane a raté, il a quand même fait un doublé. C'est clairement lui qui sauve le FC Bayern d'un match très compliqué. Michael Olise, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Il a tenté des duels, il a perdu, je crois, tous ses duels. C'est simple, tous les dribbles, il n'y arrivait pas. Luis Diaz, constamment pris à 2. Lennart Karl, pareil, techniquement, c'était moins fort. Kimmich, je trouvais pas les angles. C'était compliqué. Et puis, on a Minje qui se prend deuxième carton jaune. C'est peut-être un peu sévère, le deuxième carton. D'ailleurs, l'arbitre, je l'ai pas toujours trouvé exceptionnellement bon non plus. Mais bref, à 10 contre 11, le Bayern menait déjà 2-0, il n'y avait plus de danger. Chose positive, le Bayern est sûr d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Et ça, c'est quand même cool avec Arsenal. Pour l'instant, c'est les 2 seuls clubs. Donc on verra bien qui sait que le FC Bayern jouera plus tard en Ligue des Champions en huitième. Et si je devais parler rapidement des autres matchs qui m'ont surpris cette semaine, évidemment le PSG, je ne les voyais pas perdre au Sporting Club Portugal. Je ne m'y attendais vraiment pas. Évidemment, la grosse surprise, Bodø/Glimt qui bat 3-1 Manchester City. Et là encore, Guardiola, il a pris son adversaire de haut. Il l'avait déjà fait contre Leverkusen cette saison. Il a mis plein de jeunes en se disant ça va le faire. Finalement, tu perds 3-1 et c'était totalement mérité. Évidemment, le 6-1 du Real Madrid face à Monaco. Mais là, j'ai même pas envie d'en parler positivement. Pour moi, c'est une honte de la part des joueurs du Real. Comment ça, depuis que Xabi Alonso, que vous n'aimiez pas trop dans le vestiaire, vous commencez à jouer correctement au football? Parce que clairement, ça n'avait rien à voir avec l'entraîneur qui vient d'arriver. Tout ce qu'ils ont fait là sur le match, ils étaient capables de le faire bien avant. Comment ça, Kylian Mbappé vient en défense récupérer des ballons? Ça n'a jamais existé. Enfin bref, les joueurs du Real, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Ils étaient capables largement de faire ça avant, mais sous prétexte qu'ils avaient un coach qui en demandait un peu, et ben là, ils voulaient qu'ils se fassent virer, alors que là, ils vont pouvoir faire leur starlet, faire ce qu'ils veulent sur le terrain. Moi, ça m'énerve et ça me débecte. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis sur cette 7e journée de la Champions League. N'hésitez pas non plus à mettre un gros pouce à l'eau ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!